Continent africain, on se rend compte que c'est un vieux socle géologique qui présente l'intérêt d'avoir aujourd'hui à peu près toutes les ressources dont le monde a besoin pour entamer ce qu'on appelle la nouvelle révolution digitale. C'est vraiment le continent le plus avancé, à la fois dans sa gestion de l'économie, dans sa gestion des ressources naturelles. On sait bien que les paysans africains sont dans une stratégie de minimisation des risques. On sait bien à quel point ils ont depuis très longtemps mis au point des systèmes pour essayer de faire face aux aléas. Mais le continent africain aujourd'hui, ce dont il souffre, mais c'est aussi un atout, c'est que la moitié de la population a moins de 15 ans. Comment voulez-vous gérer un pays où la moitié de la population a moins de 15 ans? Et en plus, quand vous formez ces jeunes, eh bien, ils partent. C'est-à-dire qu'en fait, vous formez des gens extrêmement compétents qui deviennent médecins, ingénieurs, agronomes dans le reste du monde. Ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. Donc, on a aujourd'hui une sorte de, de recul qui fait qu'on a l'impression que l'Afrique est très difficile à développer. En réalité, ma conviction, c'est que dans 30 ans, on regardera ça en disant « mais quand on pense que cette Afrique, on pensait qu'elle ne se développerait jamais, alors qu'en réalité, qu'il s'agisse des personnes âgées qui sont prises en charge en Afrique, qui ne sont pas livrées elles-mêmes, qu'il s'agisse des mécanismes de solidarité, qu'il s'agisse des mécanismes de résistance et de résilience face aux chocs climatiques, qu'il s'agisse de la capacité à adopter très vite l'innovation dans ce qu'on appelle le saut de grenouille, on a l'impression qu'il suffit effectivement qu'il y ait un déclic qu'on voit dans certains pays, parce qu'il y a certains pays aujourd'hui qui sont très avancés, très avancés. Malheureusement, ce sont plutôt des pays où les dirigeants sont un peu autoritaires, mais nous avons aussi des démocraties très avancées. Pour moi, le jour où l'Afrique apprendra à gérer intelligemment tous ces gens qui veulent, tirer parti de ces richesses en faisant jouer les concurrences et les convoitises chinoises, indiennes, turques, israéliennes, françaises, anglaises, américaines, comme le font d'ailleurs déjà certains pays, elle deviendra la première puissance mondiale parce qu'elle aura à la fois la jeunesse, la démographie, les matières premières et la capacité à gérer la nature. Venons-en à des questions sécuritaires et stratégiques avec vous, Antoine Glaser. La France poursuit son désengagement militaire de l'Afrique. Des puissances émergentes s'y installent et se paient en ressources minières et autres prédations foncières. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux profiteurs ? Alors les nouveaux profiteurs, on pense bien évidemment aux Russes, de Wagner ou autres. C'est bien évident qu'il y a des profiteurs, mais ils profitent sur un système, c'est-à-dire c'est pas eux qui créent les problèmes. Ils profitent d'un système ancien, ça veut dire c'est une sorte d'anachronisme historique. Ils vont être là dans des secteurs où, par exemple, moi je pense que la France a eu tort de se retirer de la Centrafrique. Avec l'opération Sangaris, parce que ils ont sous-estimé à quel point, par exemple, que la Centrafrique était un pays totalement géostratégique, compte tenu de ses frontières et compte tenu du fait que c'est un pays où il y a des diamants. Ça veut dire Wagner, il se paye sur les diamants en particulier. Et une poignée de diamants, là, si vous allez, copain qui est allé voir la De Beers à Londres, prenez une poignée de diamants, vous avez 100 millions de dollars dans votre main. Avec ça, évidemment que Wagner, ils peuvent se payer des mercenaires. Et la France a laissé tomber la Centrafrique, à quel point que les Américains, maintenant, c'est eux qui veulent venir chasser les Russes de Centrafrique. Sauf que la France a été chassée effectivement de Sahel, mais à mon avis, c'était une période historique qui se passait. C'est une période décoloniale. On était beaucoup trop présents pendant une période beaucoup trop longue. Donc je veux dire, c'est l'histoire qui parle. Et il faut vraiment penser que ce continent est devenu, l'Afrique s'est mondialisée sans qu'on s'en rende compte. À Paris, on avait l'impression, on regardait la réunification de l'Allemagne et on ne voyait pas du tout l'Afrique se mondialiser. Moi, je me souviens, les milieux patronaux, les mecs disaient la Chine, écoute, arrête de nous emmerder, les Chinois, ils auront besoin de nous, etc. Donc, c'est une période historique et très honnêtement, ce continent, il faut faire confiance aux gens qui sont à la manœuvre. Alors, s'il y a des autocrates, ils se débrouillent, les autocrates, mais les Russes, franchement, ils surfent sur des situations anciennes, sur les anachronismes historiques, sur le refoulé. Mais je veux dire, il faut parler de l'histoire de cette période particulière. Oui, mais alors, Calix Beyala, il ne s'agit pas d'avoir des questions qui fâchent, mais il s'agit d'avancer. Bon.
on parle de profiteurs, et c'est le thème de l'émission. La Russie, la Chine, la Turquie, plein de pays sont là, et sont là pour leurs propres intérêts, comme l'était la France-Afrique. À votre avis, l'expérience que vous avez de l'Afrique suffit-elle à empêcher ces nouveaux profiteurs de piller l'Afrique? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas les laisser libres de cette prédation? Parce que tous les pays sont prédateurs. Il n'y a pas que l'Europe dans ce domaine-là. Je pense que vous sous-estimez beaucoup les Africains. Ça me gêne vraiment. Ça me gêne parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons une expérience de la prédation. On ne va pas quitter la France-Afrique pour tomber dans les mains des Russes. D'accord. Vous pensez qu'on est là parce que nous les adorons? On ne les connaît même pas. Moi, je ne parle pas le russe. Et il y a peut-être quelques Africains qui parlent le russe, hein? On ne les connaît pas. Mais on a eu besoin d'eux pour des situations bien précises de terrorisme. Mais vous pensez qu'on va les laisser là? Mais vous vous gourrez. Aucun Africain ne va laisser, on ne va plus laisser quelqu'un rester là et nous piller. Mais on ne va pas non plus se couper du reste du monde. On aura toujours des partenaires, dont les Russes, dont les Français, dont les Américains, dont les Chinois, etc. Mais arrêtez de nous prendre, moi ce qui me gêne dans ce débat, pour des gens, des enfants qu'on vient, qu'on pille, qu'on torpille, qu'on doit aider, que ceci. On a grandi. Et ce que j'ai aimé dans ce que vient de dire mon ami tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas vu l'Afrique se mondialiser. Vous n'avez pas vu l'Afrique grandir. Sinon, vous ne me poserez pas ce genre de questions. On utilise les autres comme ils nous utilisent. Et on va les mettre dehors, ça nous dérange. On mettra les Russes dehors, comme la France-Afrique. On est en train d'essayer de casser tout ça. Donc, faites-nous confiance. Et je tiens aussi à dire quelque chose. Excusez-moi. Beaucoup d'Africains ne quittent pas l'Afrique. Ça, c'est une idée reçue. Il y a à peine 0,2% d'Africains qui quittent l'Afrique. Mais il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Peut-être, c'est ça, mais le problème, c'est qu'on s'est embêté à former des gens brillants qui partent. Non, tous les gens brillants ne partent pas. 0,2% seulement d'Africains quittent le continent. La plupart de l'immigration africaine se fait à l'intérieur de ce continent. Je sais bien. Oui, et les médecins camerounais vont travailler au Gabon. Plus qu'en France, même si, ils vont travailler au Gabon, où ils seront mieux payés, ils vont travailler en Afrique du Sud. En fait, l'immigration africaine est d'abord interafricaine. Je vais dire, en même temps, les hommes se sont toujours déplacés. Il y a aussi des médecins français en Afrique, aux États-Unis. Je vais dire, vous n'allez pas empêcher le monde d'être le monde, c'est-à-dire que des hommes se rencontrent, comme depuis la nuit des temps, qu'ils échangent des idées, qu'ils échangent des expériences. Ça a toujours été comme ça. Merci, Calix Beyer. Alors, Sylvie Brunel, il faut qu'on avance un peu dans cette émission, et il y a une question économique qui se pose. On considère que les ajustements structurels, vous pourrez même expliquer ce que ça veut dire, bien sûr, oui, du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, etc., ont provoqué des faillites socio-économiques, pas simplement en Afrique, on l'a vu aussi en Amérique latine. Est-ce que vous considérez que c'est encore vrai aujourd'hui? Alors, il faudrait rappeler très très rapidement que l'Afrique est entrée dans la crise de la dette dans les années 1980-1990, qu'à la suite de cela, elle a vu des cohortes d'experts internationaux lui prendre, comment dire, sa souveraineté pour appliquer ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire libéralisation, ouverture des frontières, privatisation des entreprises publiques. Parallèlement à cette ingérence économique, il y a eu une ingérence politique puisqu'on a conditionné l'aide à la démocratisation, sachant qu'un certain nombre de chefs d'État tenaient leur légitimité de leurs soutiens extérieurs, que ces soutiens viennent du monde occidental ou du monde soviétique. Dans les années 1990-2000, l'Afrique est entrée dans ce que j'appelle dans mes livres la décennie du chaos, c'est-à-dire que ces deux chocs extrêmement brutaux ont provoqué un grand nombre de guerres civiles, 35 pays en guerre sur 53, puisque le Soudan du Sud n'existait pas encore, face auxquels nous avons répondu d'abord par de l'humanitaire, dans une logique de containment, c'est-à-dire qu'on avait
Moi, à l'époque, tout ça, c'est de l'histoire, mais aujourd'hui... Non, mais, oui, mais vous savez bien, Émile, que pour comprendre aujourd'hui, il faut mettre un petit peu le nez dans l'histoire. Ensuite, l'Afrique est entrée dans une forte période de croissance, qui était la période 2000-2010 à peu près. Il y a eu, vous le savez, en Occident, la crise des subprimes. Elle a pensé qu'elle en serait exclue, mais elle en a subi le rebond, ce qui a provoqué un certain nombre de crises. Ensuite, il y a eu de 2010 à 2020 ce qu'on pourrait appeler la période chinoise, avec une Chine extrêmement présente en Afrique, investissant beaucoup, et puis des process d'annulation de dette aussi de la part des Européens et des Occidentaux, se rendant compte que finalement ils avaient placé les Africains dans des conditions dont ils ne pouvaient pas sortir. Et ensuite, il y a eu la pandémie de Covid. Cette pandémie de Covid, elle a eu quelque chose de très surprenant, c'est qu'on s'est rendu compte que l'Afrique manifestait une résilience extraordinaire. Le reste du monde tombait dans une espèce d'hécatombe et on voyait que l'Afrique, elle résistait, d'abord parce que sa population... Oui, mais votre diagnostic aujourd'hui... Mais oui, mais pour comprendre mon diagnostic aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'acteurs étrangers qui s'intéressent à l'Afrique, mais qu'il n'y a jamais eu autant aussi d'opportunités, comme l'a dit Calixte, pour les Africains de jouer de ces rivalités, de ces concurrences pour tirer leur épingle du jeu, sachant que c'est eux qui possèdent aujourd'hui les richesses que le monde entier convoite pour pouvoir réussir la transition écologique. Ils ont toutes ces richesses, il s'agit juste qu'ils en reprennent, la souveraineté. Aminata Traoré, j'aimerais avoir votre avis sur cette question des institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale. Est-ce que vous considérez que ces institutions, aujourd'hui, encore aujourd'hui, empêchent, j'allais dire, des situations harmonieuses en Afrique? Mais bien sûr. Et moi, je ne suis pas sûre, comme Sylvie Brunel le soutient, que les choses vont si bien dans certains pays. La question fondamentale est ce que développer veut dire. Qu'est-ce que développer veut dire? Est-ce que c'est les infrastructures, des bâtiments qui poussent, des investisseurs étrangers qui viennent? Je n'en suis pas sûre. Et nos pays, nos États ont les mêmes maîtres. Ils ont les mêmes maîtres. FMI, Banque mondiale, OMC, l'Union européenne, ce sont les mêmes. Et nous nous inscrivons, nous, l'Afrique aujourd'hui, s'inscrit dans une dynamique mondiale qui relève de la guerre. La mondialisation néolibérale, c'est de la guerre. C'est une guerre sans merci. C'est elle aujourd'hui aujourd'hui, et la guerre russo-ukrainienne, l'OTAN, l'Afrique ne fonctionne pas en dehors de ces réalités. L'OTAN s'occupe aujourd'hui du Sahel. Pourquoi? Et pourquoi on s'étonne qu'au début de cette guerre, il y a 10 ans, quand j'ai dit que ce n'était pas notre guerre, aujourd'hui j'entends les Africains dire que ce n'est pas notre guerre. Je fais partie de ceux qui, dès 2013, ont dit cette guerre, soi-disant anti-djihadiste, ce n'est pas notre guerre. Les djihadistes que je connais, que je vois aujourd'hui, qui sèment la terreur et dans les villages, qui tuent, sont des victimes des programmes d'ajustement structurel. Je n'en démords pas. On ne peut pas me dire que c'est fini, que c'était une autre histoire. C'est la même histoire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, la grande, disons, quand la Banque mondiale ne jurait que par la lutte contre les pauvretés, elle est devenue aujourd'hui, elle s'est vite transformée en une lutte contre les pauvres, parce que les projets mis en œuvre profitaient d'abord à d'autres, à une poignée d'Africains initiés qui savent comment faire. Madame Traoré, l'assujettissement économique, ce n'est pas la relation de maître à esclave d'il y a plusieurs siècles. Les pays sont indépendants aujourd'hui. Alors, les acteurs sont les mêmes. Et j'ai entendu dire, dans le cadre de l'intervention militaire de la France au Mali, que c'est un devoir de civilisation. Et c'est ce que j'entends aujourd'hui dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, ou bien plutôt de l'Occident contre la Russie, ou vice-versa, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que rien n'a changé. Et c'est notre grille de lecture, c'est le diagnostic qui me paraît aujourd'hui totalement erroné.
Vous ne pouvez pas comprendre l'Afrique si vous ne l'inscrivez pas dans ce système global et dans cette levée de bouclier des peuples du monde. Il n'y a pas qu'ici. Les peuples du monde aujourd'hui disent non et à la dictature du marché. Je crois qu'Alix Beyala, vous vouliez intervenir sur la question des institutions financières par rapport à ce qui a été dit. Ben écoutez, j'épouse tout ce qui a été dit par rapport aux institutions financières, n'étant pas économiste. C'est vrai que je me souviens de cet ajustement structurel qui avait mis le Cameroun KO. Mes oncles sont retrouvés au chômage, je devais me débrouiller chez toute jeune à Paris pour leur envoyer de quoi manger. Mais sachez aussi que, au-delà du FMI et tout ça, les gouvernements, notamment du Cameroun, vont profiter de l'ajustement structurel pour dominer les populations. Comment? À savoir que ces ajustements structurels ont pris fin dans les années 2000. D'accord? Au Cameroun, les salaires avaient été divisés par 3. Aujourd'hui, alors que la plupart des pays ont remis les salaires en place, le Cameroun ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'on a un salaire 3 fois moindre que, par exemple, au Gabon ou en Centrafrique et dans d'autres pays africains. C'est fait exprès pour mieux écraser les peuples, pour mieux les dominer. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? C'est la vérité. Quand on voit que ces 50 dernières années, l'Afrique a considérablement progressé en espérance de vie, en politique d'éducation, de santé, etc. Est-ce que c'est pas exagéré que de dire que ces institutions sont venues écraser? Vous oubliez aussi une chose, c'est la capacité d'inventivité, de créativité du peuple africain. Nous avons nous-mêmes, avec nos petits moyens, construit des petites écoles dans les villages, construit des petits dispensaires, remis en place les méthodes traditionnelles de soins. C'est-à-dire que notre pharmacopée aujourd'hui est plus valide que jamais. Vous avez parlé tout à l'heure de la Covid-19. Nous n'avons pas attendu les vaccins pour soigner nos malades de Covid. On a récupéré nos médicaments traditionnels. Nous nous sommes soignés avec. J'y étais. Donc, tout ce qui était méprisé autrefois a été réhabilité. Donc, ne pensez pas que nous sommes là, on attend qu'on nous apporte ce qu'il faut. On bâtit nos universités aujourd'hui, des universités panafricaines, avec d'autres modes de réflexion, d'autres façons d'enseigner aussi. Dans un pays comme le Cameroun, c'est un peuple extrêmement dynamique qui crée des universités. On n'attend pas les aides, on n'en a pas besoin, parce qu'on sait que quelquefois, c'est un poison. Et que souvent, c'était une manière de nous inféoder et de nous dominer. Nous en sommes conscients. Moi, je suis une enfant d'après les indépendances. Ce n'est pas pareil que nos parents qui sont nés avant les indépendances. On a une autre façon de regarder le monde. Nous faisons partie du monde et ce monde, nous allons le conquérir. Je suis très confiante sur le fait que dans 30 ans, comme disait Sylvie, notre pays, notre continent sera la terre d'accueil de tous les autres peuples du monde. Antoine Glaser, votre point de vue sur cette question des institutions, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le FMI, la Banque mondiale, quand des pays sont en difficulté, ils exigent des ajustements qui ont des conséquences. Mais vous avez le sentiment que tout ce qui a été distribué comme aide au développement à travers ces institutions n'a eu que des effets négatifs? Je suis incapable de me prononcer sur le fond, je ne suis pas économiste. Simplement, ce que je peux dire, c'est que de la même façon que la France a exporté dans ces pays toutes ces institutions, etc., ce qui permet que les chefs d'État, d'ailleurs, ils sont devenus des vrais constitutionnalistes, ça leur permet de faire des deuxièmes, des troisièmes, quatrièmes mandats. Mais surtout, ce que je crois, par contre, c'est que ces grandes institutions, on appelle le Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, ça leur a permis de faire vivre des dizaines de milliers d'experts. Pourquoi? Parce qu'ils les envoyaient avec les prêts d'ajustement structurels autour de ce qui était imposé d'une façon ou d'une autre. Il y a bien évidemment mais vraiment, moi j'ai connu dans les hôtels, il y a des hôtels en Afrique qui étaient bourrés d'experts. Pourquoi? C'était comme si c'était une autre langue.
le FMI et la Banque mondiale. C'était vraiment la langue des économistes, que les Africains, fallait surtout pas leur apprendre cette langue, et c'est des experts qui avaient été autour des conseillers, autour de tous les ministres, etc. C'est ça la domination aussi. Donc moi je me prononce pas, je ne sais pas si c'est prêt, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont retiré, mais je peux vous dire qu'il y a